Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous attendiez, pour certains impatiemment, que cette vidéo témoignage sorte. Voilà, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez probablement. Entre décembre 2020 et mars 2021, j'ai traversé une période très compliquée. J'ai fait un burn-out. Aujourd'hui, j'ai pris assez de recul sur ce que j'ai traversé pour pouvoir vous en parler et j'aimerais tout simplement vous expliquer ce qui s'est passé et comment j'ai fait pour m'en sortir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire deux choses. La première chose, c'est que je vais beaucoup mieux. Voilà, c'est une période qui est derrière moi et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous dire que ça va mieux. La deuxième chose, c'est que je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni professionnel de santé et que cette vidéo c'est juste un témoignage de ce que j'ai pu traverser et de ce que j'ai pu vivre et ressentir, tout simplement. Bon, là je suis un petit peu la maline, j'ai le sourire dans l'introduction, je vous cache pas que c'est une vidéo que j'ai longuement hésité à tourner parce que je n'étais pas sûre d'avoir la force de le faire. J'ai attendu le temps nécessaire. J'ai attendu vraiment de prendre du recul sur tout ce que j'avais traversé avant de vous en parler. Voilà, mais peut-être que je vais craquer, peut-être que je vais pleurer dans la vidéo et j'espère que vous serez bienveillants. Allez, on y va. En fait, si je fais un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé, je me rends compte que tout a commencé à se décupler après le premier confinement, c'est-à-dire après le printemps 2020. Très honnêtement, le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu, entre guillemets, dans le sens où j'avais beaucoup de travail et je n'ai pas été impactée financièrement par ça et je me suis mise dans une espèce de bulle de travail et voilà. Après le confinement, donc vers juin à peu près, j'ai commencé à ressentir une grande fatigue à la fois mentale et physique. Je commençais à me poser des questions, je commençais à ressentir certaines angoisses et surtout une grande lassitude pour l'activité que je faisais. Je me rappelle notamment avoir eu une discussion avec Marie sur un parking pendant 2 heures. Où je lui ai expliqué voilà, que j'étais fatiguée, que j'avais beaucoup de travail, que je savais pas comment gérer les choses, que j'étais plus sûre de vouloir faire ce que je faisais, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai craqué en fait et je me suis mise à pleurer devant elle et ça faisait pas hyper longtemps qu'on se côtoyait et voilà en fait ça a été vraiment, j'allais dire peut-être le premier signe de grande fatigue mentale et physique. Ensuite, je suis partie en vacances pendant 3 semaines au mois d'août et je me rappelle avoir vraiment pu déconnecter et me dire ça fait vraiment du bien de m'arrêter pendant 3 semaines. J'ai beaucoup travaillé ce premier semestre 2020 et je suis pas mécontente d'avoir 3 semaines de vacances. Il faut savoir aussi que depuis que j'ai commencé à être freelance en 2017, chaque année, je prenais entre 2 et 3 semaines de vacances uniquement, donc généralement c'était l'été, et quelques jours à Noël, et c'est tout en fait. En 2017, 2018, 2019, 2020, je travaillais énormément, je travaillais le soir parfois, jusqu'à tard. Je travaillais aussi souvent le week-end et il n'y avait pas vraiment de réelle coupure entre le travail et le perso. Quand je suis rentrée donc, de mes vacances d'été 2020, quelques jours avant la rentrée de septembre, je me rappelle avoir ressenti encore une fois beaucoup d'angoisse d'un seul coup. Et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je me disais,
je vous rappelle qu'on était en pleine période Covid, confinement, etc. Successifs, restrictions, l'activité économique qui dégringole. Et moi je me disais, bah en fait, t'es pas impactée Mathilde, t'es pas impactée financièrement, t'as personne autour de toi qui est malade, donc t'as pas à te plaindre. Et pourtant, en septembre, j'avais pas... Enfin, c'est pas que j'avais pas spécialement envie de reprendre le travail, mais c'est surtout que je me sentais de plus en plus angoissée et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. En fait, c'est surtout que je ne voulais pas comprendre pourquoi. Je ne voulais pas m'avouer qu'il y avait des choses que je faisais qui n'allaient pas, que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de couper et que j'avais besoin de réorganiser ma vie de freelance. Je voulais pas mettre le doigt dessus. Voilà. Et donc, j'ai fait ma rentrée de freelance un peu dans cet état d'esprit où je sentais que plus ça allait, plus j'étais fatiguée, plus j'étais irritable. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement, donc je me rappelle plus des dates exactes, mais en gros c'était, je crois, période octobre-novembre. Là, je me rappelle très bien avoir dit à mon copain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver dans le sens, je vais pas supporter d'être encore une fois enfermée, d'avoir des restrictions, dans le sens où en fait, on venait de vivre plusieurs mois de restrictions, de confinement, etc. Et on avait du coup plus vraiment le droit de sortir, on pouvait plus rien faire quoi, à part travailler et plus de loisirs. Et franchement, là pour le coup, j'ai vraiment commencé à ressentir une énorme lassitude de la situation qu'on vivait. Et voilà quoi, mais encore une fois, je lui ai dit ça, mais j'ai continué sur le même rythme de travail, j'ai continué à beaucoup travailler. Et je me rends compte qu'en fait, en 2020, globalement, je me suis enfermée dans une bulle de travail. Je n'ai fait que travailler. Il n'y avait plus aucun échappatoire, c'est-à-dire que je n'avais plus la salle de sport le soir pour aller me défouler. Il n'y avait presque plus de moments en famille. Il n'y avait plus de partage avec les amis. On ne pouvait plus organiser des week-ends. Et donc voilà, je me suis enfermée dans le travail et je sais qu'on a été nombreux à le faire. Parallèlement à tout ça, il faut savoir que je ne supportais plus de vivre là où je vivais. C'est-à-dire que aujourd'hui je vis dans une maison à la campagne et il y a encore quelques mois je vivais dans un appartement en ville et en fait j'en pouvais plus d'être entre quatre murs, de vivre, de travailler dans un seul et même lieu, et tout ça a été renforcé par la crise sanitaire évidemment, puisque je ne pouvais plus forcément aller travailler chez Rémi ou chez Marie, ou alors aller dans les espaces de coworking, etc. etc. Et ça, je me rappelle que là je l'ai vraiment très mal vécu. Encore une fois, c'est des choses que j'ai mal vécues, mais que j'ai choisi de refouler et de me dire ok, ça va passer en fait. Je vais être assez forte pour surmonter tout ça. Et enfin, on avait énormément de problèmes de voisinage, vous le savez déjà si vous me suivez sur Insta puisque je l'ai partagé. Mais franchement, ça a été une période tellement dure. Il y avait énormément de bruit au quotidien, là où je vivais avant, dans ma résidence. Encore une fois, qui a été amplifié par le fait que, comme tout le monde restait à domicile à cause du Covid, avec le télétravail, etc., il y avait beaucoup de bruit. Il y avait du bruit le jour, et puis il y avait du tapage nocturne la nuit. Au début, c'était le samedi, et puis après, ça a été le vendredi, plus le samedi, et puis après, ça a été quasiment tous les jours de la semaine, des soirées, jusqu'à 4-5 heures du matin. Aujourd'hui, j'arrive à vous en parler avec plus de détachement, mais je peux vous assurer qu'à cette période-là, ça a été l'enfer.
ça a été l'enfer pour moi de supporter ça en fait, de supporter les autres autour de moi. Je ne supportais plus d'entendre mes voisins, je ne supportais plus le bruit. C'était quelque chose qui me tapait littéralement sur le système et qui était en train de m'enfermer dans une espèce de paranoïa horrible, de me dire est-ce que je vais pouvoir dormir le soir? Est-ce que je vais pouvoir me reposer ce week-end? Est-ce que je vais pouvoir travailler dans le calme? Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, je vous le souhaite pas, mais toutes ces questions, ajoutées à la situation du Covid, ajoutées aux problèmes de freelance, du quotidien, etc. etc. c'est vraiment hyper dur à gérer. Et donc déjà à l'époque, fin 2020, je faisais tout pour sortir de chez moi quand on ne pouvait. C'est-à-dire que j'ai passé tout le mois de septembre en dehors de mon appartement. Je me rappelle, je crois avoir été passer 2 ou 3 semaines chez ma mère. Après je suis partie en Corse avec Marie. Et plus globalement, j'essayais d'aller bosser chez Marie ou chez Rémi ou chez des amis même pour pouvoir me sortir de ce quotidien qui m'oppressait totalement en fait. La première rupture qui s'est opérée, ça a été début janvier 2021, donc après les fêtes. Et là encore une fois, je me rappelle très bien quand sur la route du retour, avec mon copain, on venait de quitter nos familles respectives et on redescendait sur Bordeaux après avoir passé les fêtes de fin d'année. Et je me rappelle avoir pensé j'ai pas du tout envie de reprendre le travail. Je me sens exténuée, je me sens épuisée, j'ai pas envie de revenir dans mon appartement. Et je savais déjà à cette époque-là que ça allait pas. Je me rendais bien compte que en fait ce que j'appelais des coups de mou se transformaient en journées sans, puis en semaines sans, et que j'étais en train de vivre une période très compliquée et surtout pas normale, mais je ne savais pas quoi faire en fait pour m'en sortir. Et la première rupture, ça a été le soir du 6 janvier 2021, après une énième soirée de mes voisins. J'ai pété littéralement un câble et j'ai dit à mon copain, demain je prends mes affaires et je pars de l'appartement. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'impact que ça peut avoir ce genre de décision, mais c'est très difficile en fait, c'est très difficile de se dire j'arrive plus à vivre là où je vis, ça va pas du tout et je suis obligée de prendre mes affaires, de partir dans un endroit pour essayer d'aller mieux. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais globalement ça a été hyper dur. Bref, effectivement le lendemain j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon chien et je suis partie rejoindre mon père dans sa maison au Verdon, voilà, pas très loin de Bordeaux, et on y a passé une dizaine de jours. Ça m'a fait du bien, mais très honnêtement, je savais que c'était pas la bonne solution. En fait, c'était une solution de secours, mais je savais qu'en revenant, j'allais avoir à nouveau des angoisses, des palpitations, etc., etc. Quand je suis revenue, après, au mois de janvier, on est quasiment tout de suite reparti pour une semaine à la montagne. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment pour toi, Mathilde, de peut-être prendre une semaine de vacances et vraiment de te reposer, etc. Faut vraiment savoir que j'étais vraiment très très impactée par mon quotidien et j'étais vraiment pas bien déjà à l'époque. Et en fait, pendant cette semaine de semi-vacances, puisque j'ai continué de travailler, ça a été de pire en pire. Dans le sens où là en fait tous les jours je me réveillais avec des crises de palpitations. Tous les jours j'avais de l'angoisse alors même que j'étais plus chez moi.
J'étais dans un autre quotidien et dans un cadre exceptionnel, voilà, à la montagne, avec mes proches, etc. Et pourtant j'arrivais pas à faire face en fait. Et je me rappelle que ça a été une semaine hyper douloureuse, là où j'aurais dû passer de bons moments et en profiter, et en fait je ne faisais que cogiter et je ne faisais que penser à l'après et à me dire ben il va falloir que je retourne chez moi et que je reprenne mon quotidien, et ça je pouvais plus le supporter. Jusqu'à mi-février, franchement, pour être tout à fait franche avec vous, je pensais que j'allais m'en sortir toute seule. Je pensais que j'étais suffisamment forte pour vivre ça et pour attendre en fait de déménager, puisqu'on avait le projet de quitter l'appartement. On avait commencé les recherches pour acheter un bien et je me suis dit ok, je vais réussir à tenir et ça va aller mieux et je vais reprendre le contrôle sur ma vie en général. Et tout ça évidemment n'est pas arrivé, puisque je peux vous dire que je me rappellerai toute ma vie de la journée où tout a basculé, parce que ça a été tellement violent à vivre que je ne peux que m'en rappeler, et surtout je ne souhaite ça à personne. C'était le 11 février 2021 et j'avais passé la journée au coworking avec Rémi et je me rappelle je me rappelle très bien de cette journée. C'est fou comme le cerveau sélectionne les informations. Et j'étais tellement angoissée. En fait, c'était horrible parce que c'était devenu comme une espèce d'habitude et je savais que la journée, j'allais être angoissée. J'angoissais sans aucune raison apparente, dans le sens où voilà, j'étais au coworking, j'étais avec Rémi, ça allait bien, je bossais pour mes clients, mais j'angoissais. En fait, c'était je me rends compte après coup que c'était une énorme fatigue et charge mentale que je ne pouvais plus supporter, qui faisait que j'étais constamment angoissée et à fleur de peau. Et donc, je passe la journée au coworking et le soir, j'ai un échange avec des amis qui me disent viens à la maison, parce qu'en fait il faut savoir que mon copain est commercial et donc souvent sur les routes, et donc je suis souvent toute seule, et quand on n'est pas bien, être tout seul ça arrange pas les choses. Bref, et donc ce couple d'amis me dit on sait que t'es toute seule, on sait que ça va pas trop en ce moment, donc viens dormir à la maison si tu veux. Et du coup j'ai dit ok. Et j'avais, entre le coworking et chez eux, j'avais environ 1h30 de route. Donc je suis arrivée chez eux, j'étais épuisée. Et en fait, ce qui m'a choquée, et ce que je me rappelle encore aujourd'hui, c'est d'avoir vu dans leurs yeux, quand ils m'ont vue arriver, une espèce d'inquiétude. Et voilà, ils me l'ont dit à demi-mot, mais j'ai vu que... en fait, je me suis rendu compte à travers leurs yeux, leur expression, que je devais vraiment être pas bien, quoi. Enfin, que je devais donner l'impression que ça allait pas et que j'arrivais plus à donner le change, quoi. Et cette soirée-là, j'ai quasiment pas mangé. J'ai quasiment pas parlé parce que j'en avais pas la force. Et je leur ai juste dit je suis épuisée, quoi. Je suis épuisée, je sais pas quoi faire. Et je les ai sentis impuissants. Et à un moment donné, avant d'aller me coucher, je suis allée dans la salle de bain.
Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit mais t'es l'ombre de toi-même en fait. Et je me rappelle que je me suis dit ça va pas du tout, t'es complètement à côté de la plaque, t'es complètement à bout et tu vas droit dans le mur en fait. Voilà ce que je me suis dit ce jeudi 11 février. Et en fait j'ai été me coucher et je n'ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire que quand je vous dis que je n'ai pas dormi de la nuit, c'est que je n'ai pas fermé l'œil entre le jeudi et le vendredi. Et j'ai passé une nuit horrible, une nuit d'enfer, où j'ai passé la nuit en fait à trembler, à pleurer, à avoir des nausées, à réfléchir, c'était même pas des réflexions logiques ou c'était comme si mon cerveau s'était emballé en fait et il y avait 1500 trucs à la seconde qui venaient dans le cerveau et en fait donc le matin, le vendredi matin, quand je me suis levée, bah évidemment j'étais dans un état absolument horrible. Ils sont partis travailler et moi j'ai travaillé chez eux. Et je me rappelle, je peux même pas vous dire à cette époque-là comment j'ai pu continuer à travailler en fait. C'est fou parce que... Alors vraiment j'avais un peu ralenti le rythme, mais j'ai continué de travailler quoi. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé la force, je sais pas. Et donc voilà, à la fin de la journée, donc du vendredi, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi, pour retrouver mon appartement et retrouver mon conjoint. Et sur la route, j'ai pleuré tout le long en fait. Et c'était horrible. Je commençais à être... en fait, cette espèce d'accumulation plus la nuit d'insomnie que je venais de passer commençait à me rendre complètement folle. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'arrivais plus à contrôler mes émotions, j'arrivais plus à contrôler mes pensées. Et voilà, bref, je suis rentrée chez moi. Et ça a été la soirée de l'enfer en fait, puisque je me suis assise dans le canapé. Franchement, je sais que je suis dans le détail, mais c'est que vraiment, je m'en rappellerai tout le temps. Parce que je me suis assise sur le canapé et j'étais tellement à bout et tellement fatiguée que je fixais un point dans le vide et que je pleurais. Ça a été ça, je pleurais, j'ai pas mangé et je voyais mon copain absolument démuni, absolument impuissant et incapable de savoir quoi faire. Il savait plus quoi me dire, il savait plus quoi faire pour que j'aille mieux et du coup je lui ai dit ok, je vais me coucher, puisque je vous rappelle que j'étais debout depuis quasiment 2 jours. Et en fait, c'est au moment où je me suis couchée que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'ai complètement craqué. Et je lui ai dit... je pleurais, mais c'était horrible. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer en fait, c'était démesuré. C'était pas des larmes de crocodile quoi, c'était vraiment des sanglots de désespoir et je lui disais c'est horrible hein. Je sais pas si vous allez réussir à comprendre que c'est possible de dire ça, mais je lui disais mais qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai plus rien qui compte, j'ai plus envie de travailler, je suis épuisée,
il n'y a plus rien qui va, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus ce que je vaux. Et je suis fatiguée de tout ça, quoi. Et à un moment donné, j'ai eu un sursaut de lucidité. Et je lui ai dit, appelle mon père. Et donc ça a été mon appel à l'aide, en fait. Et il a appelé mon père. Et j'ai réussi à me calmer et à prendre le téléphone. Et encore une fois, je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai dit à mon père. Je lui ai dit, papa, je veux pas que tu t'inquiètes, mais j'ai plus envie de vivre. Ouais, je sais que ça peut paraître hyper dur, mais c'est ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, j'étais tellement malheureuse, tellement mal dans ma peau, tellement fatiguée. Et je voyais plus rien, en fait, je voyais plus l'avenir, que je lui ai dit ça. Et je sais que sur le moment, je le pensais. J'avais pas envie de mettre fin à mes jours, et c'est important que je vous le précise, mais j'avais plus envie de vivre comme ça. Donc c'était un véritable appel à l'aide, du style ok, je lâche prise, je sais que je m'en sortirai pas toute seule, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, et j'ai besoin que des gens m'entourent, en fait, tout simplement. Et donc suite à cet appel, voilà, très inquiétant évidemment, mon père est venu me rejoindre, puisqu'il était, à partir de ce moment-là, il était absolument hors de question de me laisser toute seule, puisque mon copain et mon père avaient très peur que je puisse faire quelque chose de très grave. Et donc il fallait absolument que je sois entourée. Et donc, 2 jours après, il m'a emmenée avec lui au Verdon. Encore une fois. Et on y est resté, je crois, 4 semaines. Voilà. Donc pendant 1 mois, je suis partie de chez moi. Et j'ai commencé à me reconstruire. C'était vraiment les prémices, quoi. Je sais même pas vraiment si on peut appeler ça début de la reconstruction, quoi. C'était plutôt je suis partie de chez moi et ouais, j'ai essayé de, je sais pas. Franchement, c'est difficile à exprimer. Et donc ça a été 4 semaines évidemment hyper dur, où encore une fois je remettais tout en question. C'est pas parce que en fait je suis partie de chez moi que tout est allé mieux, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en burn-out, en fait, que c'était pas juste un mauvais jour, ou que c'était pas une mauvaise période, mais que c'était un vrai burn-out, et que j'étais en dépression, et que j'allais pas m'en sortir comme ça, quoi, et que ça allait être long et dur. Et effectivement, ça a été long et dur. Et ça a été des semaines et des jours et d'angoisse, de remise en question, des moments où j'allais un peu mieux, et des jours où j'étais fracassée. Ce que je faisais en 1 heure pour mes clients, je mettais la journée pour le faire. Et en fait, pendant cette période-là, il faut savoir que j'ai été obligée de prendre des somnifères. Je dis j'ai été obligée parce que j'avais pas envie de prendre de médicaments, en fait. C'est pas vraiment ma came. Mais le problème, c'est que je dormais plus. Je ne dormais plus parce que j'étais tellement angoissée que je ne pouvais plus dormir. Donc j'ai commencé à prendre des somnifères. Et le problème des médicaments, c'est que en fait, ça te shoot, quoi. Ça te shoot complètement. Et
Et moi j'avais des pertes de mémoire. Et voilà quoi, je pouvais quasiment plus travailler. Donc je faisais le strict minimum pour mes clients. J'ai eu des clients extrêmement compréhensifs. Il y en a qui ont été au courant de ce que je traversais. Il y en a d'autres non. Mais je leur ai dit, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc il va falloir réorganiser les choses. Mais pour répondre à vos questions, enfin à l'une de vos questions, oui, j'ai continué de travailler pendant toute cette période. Je dis absolument pas que je suis un exemple et je dis pas qu'il faut faire comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai traversé cette période. Voilà, j'ai choisi de continuer de travailler. Je sais pas vraiment si je l'ai choisi en fait parce que c'est pas si facile que ça d'arrêter de travailler quand on est freelance. Quand on arrête de travailler, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui entre. Je dis pas que c'est plus facile quand on est salarié, mais quand on est salarié, on peut aller voir le médecin et dire ok, je me mets en arrêt de travail. Mais voilà, on a quand même une rémunération à la fin du mois. Quand on est freelance, non. Il y a tout qui est remis en question. Est-ce que je vais garder mon client, mon chiffre d'affaires, comment ça va se passer, qu'est-ce que vont penser les autres, est-ce que je vais pouvoir repartir, est-ce que je vais retrouver la motivation. Donc bref, j'ai décidé de continuer à travailler, mais évidemment j'ai énormément baissé le rythme. Et puis ensuite, on a déménagé. Et là, j'ai pu commencer une lente reconstruction. Mais je vais vous en parler plus en détail dans la suite de la vidéo. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je voudrais tout simplement répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser concernant mon burn-out. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre réactivité parce que quand j'ai dit sur Insta que j'allais faire une vidéo de témoignage sur mon burn-out, vous avez été très nombreux à me poser vos questions. Encore une fois, je vais répondre selon mon expérience et selon mes ressentis. La question qui est revenue très souvent, c'est quels ont été les signes précurseurs de ton burn-out. En fait, il faut savoir qu'un burn-out n'arrive pas du jour au lendemain, dans le sens où il y a toujours des signaux avant qui doivent nous alerter, qui doivent nous inquiéter, mais sur le moment, on n'y fait pas forcément attention. Du coup, pour ma part, si je fais un petit peu un bilan des signaux précurseurs, il y en a eu vraiment pas mal durant l'année 2020. Je me rends compte que tous ces moments d'angoisse intense, de stress répété, ces longs jours qui se sont transformés en longues semaines de remise en question, ces phases de craquage où je pleurais beaucoup, tout ça ont été des signaux en fait de mon burn-out. Je me rappelle également que j'étais très irritable, que je m'énervais facilement. Il y a eu des moments aussi où je me réfugiais clairement dans la nourriture. Ça aussi, ça peut être un signe précurseur du burn-out. La prise de poids ou la perte de poids assez brutale. Il y a d'autres signes aussi du burn-out. C'est par exemple une grande fatigue. Moi je sais que pendant longtemps j'ai eu des problèmes d'insomnie, je dormais très mal. J'ai eu aussi des crises de palpitations, souvent, ça s'est répété. Et en fait je crois que c'est ça aussi les signes du burn-out, c'est qu'en fait c'est pas juste une petite période, ça se répète en fait, ça se répète dans le temps, c'est récurrent et je crois que c'est là où ça doit être inquiétant. Il y a d'autres signes également du burn-out, ça peut être, et ça va pas être très gai, c'est tout ce qui va être par exemple problème de peau avec des éruptions de boutons, quand on est très stressé, très angoissé, que ça dure longtemps, des problèmes aussi intestinaux, voilà, je vous fais pas de dessin mais ça peut arriver aussi. Bref, en fonction de qui on est, on peut avoir des signaux différents du burn-out, mais en gros voilà, l'angoisse, l'irritabilité, une grande fatigue, des douleurs chroniques, beaucoup de pleurs répétés, des grands moments de remise en question, de doute permanent, etc. Ça, ce sont des signaux du burn-out.
Ensuite, on m'a demandé comment est-ce que j'ai su que c'était un burn-out. Bah en fait, je crois que quand on fait un burn-out, il y a un moment où on se rend compte que c'est un burn-out et que c'est pas juste un coup de mou, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer comment est-ce que j'ai su que je faisais un burn-out, parce que je crois qu'on le ressent en fait à l'intérieur de nous, on le sait, c'est difficile à décrire, mais à un moment donné, il y a un point de rupture, comme je vous ai expliqué dans la partie juste avant. Moi ça a été une soirée, voilà, où ça a été mon point de rupture. C'est-à-dire que en fait, physiquement et mentalement, j'étais à bout du bout de ce que je pouvais donner et supporter. Et du coup, bah, j'ai su à ce moment-là que je faisais un burn-out. Aussi parce que j'ai compris que je n'avais plus la force de me relever, que je n'avais plus la force d'aller mieux et que j'avais besoin d'aide. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai su que je faisais un burn-out, j'ai su que c'était pas juste une mauvaise passe et que j'arriverais pas à m'en relever aussi facilement que je le pensais. On m'a aussi posé la question de à quel moment j'ai su qu'il fallait réagir, donc j'imagine par là à quel moment j'ai su qu'il fallait que, voilà, que j'appelle à l'aide, quoi, que c'était plus possible de continuer comme ça. Bah là encore, je pense que ça s'est fait à cette soirée vraiment de rupture qui a tout déclenché. J'ai su qu'il fallait réagir parce que même si j'étais à bout, j'avais encore assez de lucidité en moi, en tout cas voilà, un minimum de lucidité pour me dire que j'avais plus le choix que d'appeler à l'aide, j'avais plus le choix que de faire quelque chose pour commencer à me reconstruire, parce que si je ne faisais rien, ça allait être encore plus dur, voilà. Et j'ai su qu'il fallait réagir plus globalement parce que j'ai commencé à avoir peur de mes propres pensées, j'ai commencé à avoir peur des réactions, ouais, de mes propres réactions en fait. Vous avez été aussi nombreux à me demander pourquoi j'ai fait un burn-out en fait, concrètement quelles ont été les raisons profondes de mon burn-out. Donc encore une fois, après réflexion, j'ai pu voilà, analyser, on va dire, 3 grands problèmes qui ont mené à mon burn-out. L'un des problèmes, c'est vraiment, ouais, peut-être même la raison principale de mon burn-out, c'est que j'avais un gros problème d'environnement, de vie et de travail. Si vous me suivez sur Insta, à un moment donné je l'ai beaucoup partagé, mais voilà, je vivais dans un petit appartement. Alors petit appartement, tout est relatif parce que vous allez me dire, il y en a qui vivent dans des 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. Voilà, encore une fois, chaque histoire est personnelle et chaque ressenti est personnel. Mais en gros, ben, je vivais, travaillais, dormais dans un seul et même lieu. Et du coup, tout simplement, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus voir en peinture mon appartement. Je ne pouvais plus supporter de travailler en face d'un mur. Ouais, et de vivre et de tout faire dans un seul et même lieu, voilà, dans un 2 pièces, c'était en fait très très compliqué. Ça a été compliqué, donc manque d'espace, manque de confort en général dans mon lieu de vie, mais aussi gros problème de voisinage, ça aussi je l'ai partagé, voilà, donc environnement toxique en fait pour moi. La deuxième grande raison de mon burn-out, c'est que finalement j'avais un problème d'alignement avec mon activité. Alors pour être un petit peu plus clair à ce sujet, en fait depuis que j'ai commencé mon activité de freelance, pendant longtemps j'ai accepté quasiment toutes les missions de création de contenu sans forcément me poser trop de questions. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé et je me suis rendu compte à un moment donné que j'en avais marre, voilà, de faire ce que je faisais. Et donc je me suis rendu compte que j'en avais marre, mais je n'arrivais pas à savoir exactement pourquoi j'en avais marre, qu'est-ce que je pouvais faire pour changer ça. Et du coup voilà, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions jusqu'à me dire est-ce que j'ai envie de continuer de faire cette activité et est-ce que j'ai envie même d'être freelance.
En fait, en 2020, j'ai été prise dans une espèce de frénésie de travail où j'avais la tête dans le guidon et je ne faisais que travailler, que travailler, que travailler pour mes clients. J'avais aussi un objectif voilà, de gagner de l'argent pour mon projet immobilier. Et je me suis dit, ok, je me mets à fond dans le travail et je me pose pas plus de questions que ça. Et au bout d'un moment, évidemment, ça a commencé à me peser tout simplement. Et le truc, c'est que je repoussais sans cesse le moment de faire le point. En fait, c'était jamais le bon moment pour faire le point, finalement, faire le point avec moi-même et avec mes envies. J'avais peur de faire le point parce que j'avais peur des décisions à prendre et j'avais peur de devoir stopper des collaborations clients et donc de faire baisser mon chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la troisième grande raison de mon burn-out, j'allais dire c'est plus général, c'est finalement lié à la situation qu'on a tous traversée à cause du Covid. Je pensais que ça m'avait pas impacté. Si vous m'aviez posé la question en 2020, que ce soit début 2020 ou milieu 2020, voilà, je vous aurais dit bah non en fait je me sens pas impactée par le Covid, moi ça va, j'ai du travail, donc moi ça va, en fait tout va bien. Et finalement si, en prenant du recul, je me rends compte que évidemment j'ai été impactée psychologiquement par les confinements successifs et par le fait de plus pouvoir sortir de chez moi, par le fait de plus pouvoir aller à la salle de sport, de voir des amis, d'avoir des moments de détente en dehors de mon appartement. Vous m'avez aussi demandé à quoi ressemblait mon burn-out quand j'étais dans la phase la plus dure. J'ai trouvé cette question hyper intéressante et encore une fois je vais essayer de vous expliquer avec des mots même si ça peut être difficile à comprendre quand on n'a pas traversé cette période. Mais quand j'ai été dans la phase la plus dure, c'est vraiment quand j'ai eu ce point de rupture, cette soirée, et puis ensuite je dirais les 4 semaines qui ont suivi derrière. Pour vous résumer la chose, je n'étais plus que l'ombre de moi-même, très clairement. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui me connaissent, voilà, donc notamment mes proches et mes amis, je suis quelqu'un dans la vie qui est... qui aime la vie quoi globalement, qui aime la vie, qui aime les gens. Je suis portée par mes projets, j'adore travailler, j'adore rigoler, j'adore faire la fête, j'adore voir des amis, etc. etc. Et quand j'étais dans la phase la plus dure de mon burn-out, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, je ne l'avais plus. Je n'avais plus que des angoisses, des pleurs, des inquiétudes, des doutes dans mes journées. Mes journées n'étaient que ça. Donc je peux vous dire que quand ça dure et quand c'est étalé sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, c'est vraiment très compliqué à gérer. Dans cette période-là, j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu 7 kilos. Voilà, et encore une fois, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis très épicurienne, voilà, j'adore manger, et j'adore boire du vin, mais là en fait, j'étais en totale dépression et donc voilà, ça a évidemment impacté mon physique et mon mental. Mentalement, je n'étais quasiment plus capable de rien, il faut bien dire ce qui est, c'est-à-dire que j'arrivais plus en fait à prendre de décisions, j'arrivais plus à m'occuper de moi-même et voilà quoi, j'étais vraiment dans une phase où je ne voulais pas qu'on m'emmerde. Voilà, pour être un peu vulgaire, je voulais être tranquille, je ne voulais plus avoir de responsabilité, je voulais simplement souffler et ne plus souffrir. Et finalement, une question qui rejoint un petit peu la précédente, c'est comment est-ce que j'abordais l'avenir quand j'allais mal, quand j'étais vraiment dans le mal. J'abordais rien. En fait, j'abordais absolument pas mon avenir, que ça soit mon avenir professionnel, que ça soit mon avenir de jeune femme, ou que ça soit même mon avenir amoureux, j'allais dire. Il n'y avait plus rien en fait. J'arrivais plus à me projeter. Et c'est ça qui est extrêmement dur quand on fait un burn-out, une dépression. C'est qu'on n'arrive plus à se projeter et en fait pour être heureux, se projeter c'est essentiel quoi. Il faut avoir des projets, il faut avoir un moteur. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et dans cette période là je n'avais plus rien et je n'avais plus envie de rien.
Et enfin, pour terminer cette FAQ, vous m'avez demandé comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement pour aller mieux. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été progressif, ça l'est encore en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait un burn-out, on n'en sort pas indemne généralement, ça laisse des séquelles. Pour aller mieux, c'est généralement un long processus, ça dépend encore une fois des personnes. Il y a des gens qui vont se remettre plus ou moins facilement et rapidement d'un burn-out. En tout cas, pour mon cas, j'ai commencé à aller mieux quand j'ai déménagé. Donc quand j'ai vraiment changé d'environnement de vie, et à partir du moment où j'ai déménagé, j'ai mis à peu près 3 semaines à commencer à me sentir mieux et aller mieux. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça a duré plusieurs mois, c'est que vraiment c'est un long processus. Bref, plus concrètement, les actions que j'ai mises en place, c'est que déjà j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit ok, je ne peux pas me gérer, je n'arrive pas à m'en sortir, donc j'ai demandé de l'aide à mes proches. Et j'en ai parlé aussi autour de moi. La deuxième chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai accepté de traverser ce que j'étais en train de traverser. Je pense que l'acceptation d'une situation pour rentrer dans un processus de reconstruction, c'est hyper important. C'est-à-dire que je pense que tant que vous n'acceptez pas que vous traversez un burn-out ou que vous êtes en dépression ou qu'il y a quelque chose profondément qui va mal, je pense que c'est difficile de se reconstruire. Je pense qu'il faut d'abord l'accepter, et c'est très difficile, je vous dis pas que c'est facile. J'ai mis de longues semaines à accepter que j'étais en train de faire un burn-out. Qu'est-ce que j'ai mis en place également? Eh bien, je suis partie de chez moi, comme je vous l'ai expliqué, plusieurs fois. C'est-à-dire que quand j'ai ressenti le besoin de m'extirper de mon quotidien, je l'ai fait. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire et c'est dramatique. C'est pour ça que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est dramatique. Surtout pour celles et ceux qui traversent un burn-out ou une dépression ou un gros moment voilà, de down, c'est que c'est compliqué de s'extirper de son quotidien. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et ça m'a permis d'aller mieux. J'ai aussi mis en place, j'allais dire, un processus de réflexion, d'introspection, dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, quelles ont été les causes de mon burn-out et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai pris les 3 raisons principales que je vous ai évoquées juste avant de mon burn-out, et je me suis dit, ok, pour chaque problème, quelle solution je peux apporter à ce problème. Et enfin, ce que je voulais vous dire, qui peut être un peu tabou, voilà, mais moi j'ai choisi de tout vous dire, c'est que pour aller mieux, pour traverser ce burn-out, à un moment donné, j'ai dû prendre la décision, qui a été très dure pour moi, de me faire accompagner psychologiquement, voilà, de me dire ok, je vais pas pouvoir m'en sortir toute seule et il faut que je fasse appel à un psychologue tout simplement, et aussi que j'aille voir mon médecin pour lui parler de ma situation et que voilà, il me donne un traitement adapté à mon burn-out. Dans cette 3e et dernière partie de ma vidéo témoignage sur mon burn-out, je voudrais vous faire un petit update de ma situation. Et je voudrais aussi vous donner quelques conseils, voilà, pour éviter le burn-out quand on est freelance. Alors, vous avez été nombreux à me demander, mais Mathilde, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu vas mieux? Comment est-ce que tu te sens? Donc, encore une fois, merci beaucoup de vous inquiéter pour moi. Comme je vous l'ai dit, et je pense que vous l'avez compris, ça va mieux, évidemment, et heureusement d'ailleurs. C'est une période, je dirais que la période la plus dure du burn-out est derrière moi, et tant mieux, heureusement, je suis, j'allais dire, de nouveau heureuse. Ça peut vous paraître bête, mais je peux vous assurer que quand on traverse un burn-out et qu'on est au creux de la vague, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, on a l'impression que tout est foutu, qu'il n'y a pas de lendemain. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que je me suis sortie de ce burn-out. Je suis dans le processus de reconstruction. Voilà, je sais pas, je peux pas prévoir
le temps que ça va prendre, mais en tout cas globalement ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé mon appétit, ça c'est très important. J'ai repris quelques kilos, j'ai pas tout repris, mais aujourd'hui j'ai retrouvé ma productivité. Je peux travailler à nouveau pour mes clients, ça fait déjà plusieurs semaines maintenant, et surtout je me sens mieux mentalement. En fait, ça m'a permis de faire le point nécessaire sur ma vie de freelance et de me dire ok, qu'est-ce que tu veux dans ta vie de freelance, qu'est-ce que tu ne veux plus, vers quoi tu veux aller, et quelle est ta vie de freelance idéale. À un moment donné, j'ai dû faire le point sur tout ça. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de lancer les accompagnements pour les freelances. C'était un projet que j'avais depuis très longtemps et voilà, je repoussais encore une fois toujours ce projet parce que j'étais focus création de contenu, je ne travaillais que pour mes clients et que d'une certaine manière je m'interdisais de rêver à ce projet et de le lancer. Et aujourd'hui je me sens beaucoup plus épanouie. En fait, j'ai fait un tri considérable dans mes clients en création de contenu. Je n'ai gardé que la crème de la crème, que l'élite. Des clients avec lesquels je suis complètement alignée, que ça soit en termes de valeur, que ça soit en termes d'objectifs, que ça soit en termes de prix, de prestations, enfin bref, vraiment à 100% alignée. Encore une fois, ça m'a pris du temps, je l'ai pas fait en 2 jours tout ça. Et plus globalement, comme je prends en main vraiment le projet La Tanière des Freelances et que je le développe, je suis on ne peut plus heureuse de ça. Donc globalement aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Pour clore cette vidéo, je voudrais maintenant vous donner peut-être 4 conseils pour éviter de faire un burn-out. Mon premier conseil, ça serait vraiment de ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire de ne pas faire comme moi. Pendant des mois et des mois et des mois, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu voir les signaux en fait que mon corps et que mon esprit m'envoyaient. Et je savais pertinemment que j'allais dans un mur, mais j'ai pas voulu m'écouter. Donc voilà, mon premier conseil c'est vraiment écoutez-vous. Au bout d'un moment, quand vous sentez que c'est plus un coup de mou passager et que ça devient vraiment récurrent, les situations de stress, d'angoisse, de remise en question, de craquage, etc., c'est que c'est le moment de faire un point avant d'aller au bout de vous-même, d'aller au bout de vos forces et de faire un burn-out. Et finalement, le deuxième conseil que je pourrais vous donner qui est lié au premier, c'est dans ce genre de moment, il faut prendre du recul et vous dire ok, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, pourquoi ça va pas en fait, pourquoi je suis comme ça, il y a forcément des raisons. Il n'y a rien qui est anodin, c'est juste que probablement vous repoussez le moment de faire le point, mais je peux vous assurer que dans une vie de freelance, on est obligé de faire le point très régulièrement pour ajuster notre business et c'est totalement ok en fait. Je vous conseille fortement de prendre du temps, de le planifier si nécessaire pour faire le point régulièrement sur votre activité et vérifier que vous êtes aligné avec vos objectifs. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est globalement de vous entourer. En fait, ce conseil-là, ça vaut que vous soyez mal ou que vous alliez bien. En fait, peu importe votre situation, je vous conseille vraiment en tant que freelance de vous entourer, que ça soit de votre famille, de vos amis ou d'autres freelances, et de discuter, d'échanger avec d'autres personnes, voilà, qui font potentiellement la même activité que vous, ou en tout cas qui sont aussi freelance. Souvent on a tendance à se dire j'ai peur d'emmerder les autres avec ma vie, avec mes doutes, etc. Mais tout garder pour soi, c'est prendre le risque d'être une espèce de cocotte minute et d'exploser et de faire potentiellement un burn-out. Vous entourer, ça peut être aussi faire appel à un professionnel de santé. Encore une fois, je sais que c'est tabou, je sais que l'espèce d'injonction de la société c'est d'être fort, voilà, de prouver qu'on est capable, etc., d'être ultra résilient, ultra résistant à tout ce qu'on traverse. Mais je pensais aussi que, voilà, pas qu'il fallait être comme ça, mais en tout cas que j'étais comme ça. Et à un moment donné, si vous n'êtes plus capable, et c'est pas grave, mais si vous n'êtes plus capable
de vous en sortir tout seul, de vous sortir de vos coups de mou, si vous sentez que vous avez besoin de parler à des personnes extérieures, voilà, que vous avez peut-être peur du jugement des autres, ben je ne peux que vous conseiller d'aller peut-être voir votre médecin ou d'aller voir un psychologue ou de faire appel, je sais pas moi, à un sophrologue, un naturopathe, enfin j'en sais rien, mais il existe plein de professionnels de santé qui pourraient être adaptés et qui pourraient vous aider à remonter la pente après un burn-out ou en tout cas vous éviter d'y foncer quoi. Et enfin, le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'être égoïste. Alors, je m'explique. La seule personne qui sait ce qui est bon pour vous ou pas, c'est vous. C'est juste que, en fait, je pense que globalement, on s'écoute pas assez. Mais en vrai, les réponses à vos questions, elles sont à l'intérieur de vous. Et du coup, si à un moment donné, vous sentez que vous allez pas bien et que vous identifiez des choses qui pourraient vous faire du bien, peu importe ce que c'est, ben soyez égoïste et faites-le. Ne pensez pas au jugement des autres, ne culpabilisez pas par rapport aux autres, juste soyez bienveillant envers vous-même en fait et faites simplement ce qui vous paraît être le plus juste et le meilleur pour vous. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cette expérience avec vous malgré que voilà, c'est pas forcément une vidéo hyper gaie et hyper joyeuse, mais en tout cas c'est ce que j'ai traversé et j'espère avoir pu répondre à toutes les questions voilà, que vous posez sur le burn-out. J'espère surtout avoir pu vous transmettre l'idée déjà que le burn-out n'est pas réservé qu'aux salariés et que les freelances peuvent évidemment faire un burn-out, mais surtout qu'on peut s'en sortir et que même si vous êtes au creux de la vague et que vous avez l'impression que qu'il n'y a plus rien à faire, je peux vous assurer qu'il y a un après burn-out et que la reconstruction est possible tout simplement. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.